Bonjour à vous voyageurs. Vous êtes-vous déjà demandé s'il pouvait être dangereux de traverser certaines zones et ce sans vraiment savoir de façon rationnelle pourquoi? Des espaces aériens où les avions disparaissent sans explication, des mers où les bateaux s'abîment sans jamais être retrouvés, des forêts qu'il ne vaut mieux pas traverser seuls et des déserts où la réalité semble se distordre. Bienvenue dans une série de 3 épisodes où nous allons parler de zones d'anomalie et aujourd'hui nous commençons avec les triangles maudits. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'enquête sur des lieux étranges et j'étudie les mystères de notre planète. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai annoncé, cette enquête sera en 3 parties. Dans une toute première partie, nous allons nous pencher sur des endroits, des zones où il y a eu un nombre impressionnant et assez inexpliqué d'accidents. Ensuite, nous irons voir des endroits avec des zones d'anomalies magnétiques et lumineuses. Et enfin, nous terminerons sur des zones où il y a eu un nombre impressionnant de disparitions étranges. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les 2 prochains épisodes. Parlons donc des triangles maudits où les accidents s'accumulent et des distorsions spatio-temporelles semblent se produire. Ces lieux sont liés à des pertes de navires, d'avions, mais aussi de cryptides et de sorcellerie. Et vous vous en doutez, on va commencer par le fameux triangle des Bermudes. Située dans l'Atlantique Nord, cette zone que l'on désigne par un triangle est en fait liée à de très nombreuses disparitions de bateaux, d'avions, et elle donne lieu à des hypothèses sur des vortex temporels, des champs magnétiques ou des bulles de méthane. C'est de loin la zone d'anomalie la plus connue au monde, je pense. Il y est fait référence dans Star Trek, dans Godzilla Final Wars et bien sûr dans X-Files où dans l'épisode Triangle, c'est la saison 6 épisode 3, Mulder se retrouve projeté en 1939 après être passé dans ce fameux triangle des Bermudes. Alors il va être impossible de faire un point exhaustif sur tous les accidents qui ont eu lieu dans le triangle des Bermudes, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Tout d'abord, la disparition la plus ancienne documentée. C'est en mars 1918 que l'USS Cyclope, un navire de la marine américaine et qui transportait 306 personnes à son bord, disparaît complètement en passant dans cette zone. Il faisait alors un voyage entre le Brésil et Baltimore et malgré toutes les recherches engagées, on ne retrouva jamais non seulement aucun survivant bien sûr, mais tout simplement aucune trace du navire en lui-même. Et dans ce tout premier cas de l'USS Cyclope, aucune explication officielle n'a été fournie. Et puis ensuite, parlons de la disparition la plus récente. C'est le 15 mai 2017 qu'un avion de type MU-2B, avec 4 personnes à son bord, disparaît complètement des radars alors qu'il survole la zone en direction de la Floride. On retrouva un peu plus tard des débris correspondant probablement à l'avion, mais aucune explication là non plus sur la raison de la disparition du fait que cet avion se soit finalement abîmé en mer. Bien que les chiffres varient selon les sources, on estime qu'environ 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes au siècle dernier. Cependant, il est précisé que ces chiffres doivent être interprétés avec prudence parce que, bien évidemment, c'est une des zones maritimes les plus fréquentées au monde, donc il est quelque part assez logique qu'il y ait presque plus d'accidents qu'ailleurs finalement. Alors, comme d'habitude, quand on cherche des explications ou en tout cas des informations sur le triangle des Bermudes, on trouve qu'en fait, la plupart des accidents sont dus à des causes naturelles, qu'elles soient météorologiques, maritimes ou humaines. Cependant, lorsque l'on se penche sur les détails de ces accidents, aucun détail clair n'est en fait donné sur la raison pour laquelle les bateaux ou les navires auraient eu un problème technique, par exemple. Plusieurs enquêtes et études ont été menées pour essayer de comprendre le côté accidentogène en fait du triangle des Bermudes, dont une qui a été réalisée en 1975 par la Lloyd's
de Londres. Alors en fait, la Lloyd's, c'est une compagnie d'assurance. Et cette compagnie d'assurance a conclu que le triangle des Bermudes n'était pas un endroit plus dangereux qu'ailleurs. On va quand même se pencher sur les accidents les plus marquants. En 1921, par exemple, le navire nommé Carroll A. Deering, c'est un voilier américain, il a été retrouvé à la dérive et vide de tout équipage. Et il était au large des côtes de la Caroline du Nord, donc dans le triangle des Bermudes. Les éléments étranges sont qu'on n'a retrouvé aucune trace de l'équipage, ni aucune trace de départ, qu'il soit précipité ou préparé. Le journal de bord a complètement disparu alors que la cargaison qui était sur le bateau était, elle, intacte. Oui, parce qu'effectivement, on peut penser éventuellement à des pirates. Dans ces cas-là, ils auraient pris la cargaison. Et puis, certains marins à l'époque racontaient qu'en fait, ce bateau aurait pu croiser un bateau fantôme ou être justement victime de la malédiction du triangle des Bermudes. Ce cas rappelle fortement d'autres cas de navires fantômes, notamment l'histoire du Marie Céleste qui a disparu dans des conditions similaires en 1872. Un autre cas extrêmement célèbre date de 1945 et celui-ci ne concerne pas un vaisseau, mais plusieurs. C'est un escadron d'avions qui a disparu. C'était le vol 19 et là ce sont 5 avions torpilleurs qui ont totalement disparu lors d'un exercice d'entraînement. Les détails troublants dans cette affaire, c'est que avant la disparition, le commandant de l'escadron, Charles Taylor, a envoyé un message radio affirmant que déjà leur boussole ne fonctionnait plus et donc que l'escadron ne savait plus du tout où ils étaient. Deuxième élément quand même fortement troublant, il y a un avion de secours qui a été envoyé pour les retrouver. L'avion a lui aussi disparu. Et enfin, comme dans d'autres cas, aucun débris de ces avions n'a jamais été retrouvé. Certains pensent qu'il aurait été aspiré dans une sorte de faille temporelle ou qu'une force inconnue aurait déréglé les instruments de navigation. Et le troisième cas particulièrement étrange est celui du pilote Bruce Gernon en 1970 qui raconte avoir vécu une expérience extrêmement étrange en survolant le triangle des Bermudes. Ce pilote raconte avoir traversé un tunnel nuageux avec une sorte de brouillard électromagnétique en forme d'anneau. Il raconte que pendant que son avion était dedans, il semblait flotter et n'avait plus aucun contrôle sur ses instruments de navigation. Et lorsqu'il est finalement sorti du nuage, il avait parcouru la distance de 100 km. Et lui-même l'a décrit une expérience qui pourrait ressembler soit à une téléportation, soit à une distorsion du temps. Cela alimente les théories selon lesquelles le triangle des Bermudes pourrait être une sorte de portail interdimensionnel ou un vortex énergétique. Et puis depuis les années 50, certaines personnes investiguent l'idée que le triangle des Bermudes puisse être une base sous-marine extraterrestre. Et pour cela, ils avancent plusieurs indices. Le premier, c'est qu'il y aurait des témoignages qui affirment avoir vu des engins lumineux ou des engins ressemblant à des ovnis rentrer et sortir de l'eau dans cette zone. Il y a eu aussi des sortes de choses étranges avec des échos sonars enregistrés par des sous-marins militaires qui auraient détecté des anomalies mouvantes sous l'eau au niveau de la fosse des Porto Rico qui est située dans le triangle. Et certains chercheurs ont fait des liens avec des récits antiques, pensant ou en tout cas avançant l'hypothèse que cela puisse être la fameuse cité perdue d'Atlantis et dans laquelle il y aurait encore un instrument en route qui pourrait à la fois dérégler les outils mais aussi créer des perturbations qui perdraient donc les bateaux et les avions. Cette idée de réacteur énergétique invisible à l'œil humain a souvent été exploitée en fait et notamment dans la science-fiction avec Stargate Atlantis, où on explore l'idée que l'Atlantide était une civilisation
avancée avec des outils dépassant en fait les compétences que l'on pense attribuer aux civilisations anciennes. Et une théorie encore plus troublante relie le triangle des Bermudes à la fameuse expérience que vous connaissez tous de Philadelphie, qui est une expérience, ou en tout cas présupposée expérience secrète de l'armée qui se serait déroulée en 1943. L'histoire très controversée est que l'USS Eldridge, un navire, aurait été l'objet d'expériences qu'il aurait été téléporté à 100 km de distance et puis ensuite retéléporté à son point d'origine avec une partie de l'équipage fusionnée dans la carlingue du navire. Alors l'expérience de Philadelphie aurait eu lieu assez loin du triangle des Bermudes, mais notamment avec le témoignage de ce pilote qui a raconté s'être téléporté à plusieurs kilomètres de distance de là où il était quand il a commencé son expérience dans le triangle des Bermudes, certaines personnes ont fait un rapport en expliquant qu'en fait cette fameuse expérience de Philadelphie aurait été les prémices ou un test pour des expériences qui ont été ensuite menées dans le triangle des Bermudes. Et ces recherches auraient pu amener des perturbations permanentes dans cette zone, expliquant que cela arrive encore jusqu'à nos jours. Mais là, on est dans des théories très américaines que vous connaissez bien parce qu'on en parle souvent sur la chaîne, mais est-ce qu'il y a d'autres zones d'anomalie que là-bas, aux États-Unis ? Eh bien écoutez, ça aussi, j'avais fait un petit épisode dans une des premières saisons de la carte du surnaturel. En France, nous avons le triangle de la Burle, qui serait le triangle des Bermudes français. Et dans ce fameux triangle, qui n'en est pas un très exactement, cette zone n'a pas la forme d'un triangle, mais on va voir ça avec une carte, il y aurait notamment l'avion du fameux Saint-Exupéry qui se serait perdu. Et à la suite de cela, de nombreuses personnes évoquent des anomalies magnétiques. Alors, la position très exacte de cette zone est dans le Massif central, à cheval entre le département de la Haute-Loire et de l'Ardèche, et il englobe le mont Mézinc, le Puy-en-Velay et le plateau du Vivarais. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exactement un triangle. Je vous mets à l'écran la carte très très bien faite du site L'Encyclopédie du Paranormal. Donc vous voyez bien qu'effectivement, c'est une zone globale où il y aurait eu énormément d'accidents d'avions, très précisément. Depuis les années 1940, environ 80 accidents d'avion y ont eu lieu. Ce n'est donc pas anecdotique. Certaines personnes parlent aussi d'avoir vu des lumières étranges autour des avions juste avant qu'ils aient leur accident. Il y a eu plusieurs accidents durant la Seconde Guerre mondiale, mais un des plus notables, en plus de celui de Saint-Exupéry, c'est en 1948 Kathleen Kennedy, la sœur cadette de John Fitzgerald, qui y a perdu la vie lors d'un accident d'avion. Évidemment, cela a aussi alimenté la fameuse théorie de la malédiction des Kennedy. Certains racontent que le triangle de la Burle est un lieu tout simplement maudit. Alors, la Burle, en fait, c'est le nom du vent qui y souffle, un vent glacial capable de créer des congères en quelques minutes. Et la sœur de JFK ne fut pas la seule victime de haut rang qui a eu un accident et en est décédée dans ce triangle de la Burle. Il y a eu notamment aussi en 1971 un bimoteur Nord 262 de l'armée de l'air qui s'est écrasé à 1342 mètres d'altitude. Et il y avait les plus grands cerveaux du programme nucléaire français, dont le directeur du commissariat à l'énergie atomique, ainsi que 6 officiers d'état-major et 4 militaires de l'armée de l'air qui se rendaient à la centrale du Tricastin, qui étaient dans l'avion et qui donc n'en sont jamais revenus. Le véhicule a officiellement disparu à cause de la météo. Vous savez, ces raisons logiques que l'on donne à chaque fois. Cependant, il y a quand même quelque chose de particulièrement étrange. Dans ce cas, l'avion a été retrouvé et alors que seulement 21 victimes se trouvaient à bord, on a retrouvé 22 personnes. En 1980, à 2 mois d'intervalle, 2 avions ont disparu. Et là, on a des personnes qui auraient vu une immense fumée noire qui correspondait à l'accident.
Dans ce cas très précis, les avions se seraient tout simplement volatilisés, ils n'ont jamais été retrouvés. Que se passe-t-il donc dans cette région très précise du triangle de la Burle? Comme toujours, je vous l'ai dit, on pointe des conditions météo défavorables, d'autres personnes parlent d'un endroit complètement maudit où il se passerait des choses étranges. En 1943, il y a eu 2 avions F-100 militaires français qui se sont percutés dans le ciel à 800 km/h, autant dire que les pilotes n'avaient aucune chance de survie. Et à ce moment-là, les villageois sont persuadés et racontent tous avoir vu des lumières roses dans le ciel précédant cet accident. L'auteur Renaud Benoît a fait un livre qui s'appelle Enquête du triangle de la Burle. Lui, il évoque des perturbations magnétiques en altitude qui pourraient être à l'origine du dérèglement des instruments des avions. Il explique aussi que la nature du sol avec des anciens volcans dans cette région pourrait être à l'origine de ces perturbations, avec notamment de l'uranium qui a été retrouvé dans le sol. Et tout cela expliquant les différentes pannes de matériel et notamment des GPS. Ça, c'est pour la France. Mais il y a aussi un autre triangle, encore une autre zone d'anomalie au Japon. Et celle-ci s'appelle le Dragon's Triangle, donc le triangle du dragon. Le triangle du dragon, aussi appelé la mer du diable, est situé dans l'océan Pacifique, approximativement entre le Japon, les Philippines et le Guam. Cette région, là aussi, est entourée de mythes à cause de la disparition de nombreux avions et de navires. Comme pour le triangle des Bermudes, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les accidents. J'ai d'abord essayé de retrouver l'accident le plus ancien documenté et celui-ci aurait été au XIIIe siècle. Le conquérant mongol Kubilai Khan aurait tenté à 2 reprises d'envahir le Japon, donc en 1274 et en 1281. Lors de ces expéditions, ses flottes auraient été décimées par des tempêtes violentes dans la région du triangle du dragon, entraînant la perte de milliers de navires et de soldats. Et puis pour une des disparitions les plus récentes et donc assez logiquement les plus documentées, là c'est en 1952, il y a un navire qui a été sur la zone justement pour étudier les perturbations. Ce navire de recherche s'appelait le Kaiomaru numéro 5, eh bien, il a disparu avec ses 31 membres d'équipage. Des débris de ce bateau ont été retrouvés un peu plus tard et ceci suggérait qu'il aurait peut-être été détruit par une éruption volcanique sous-marine. Les chiffres exacts concernant les disparitions dans le triangle du dragon sont assez difficiles à trouver et elles varient selon les sources. Certains auteurs, comme Charles Berlitz, ont avancé le nombre de 700 personnes disparues. Alors pour comparaison, dans le triangle des Bermudes, c'est environ 400 personnes qui auraient disparu et dans le triangle de la Burle, aujourd'hui, c'est 50 personnes. Des chercheurs tels que Larry Kusch avancent qu'en fait, les accidents dans le triangle du dragon peuvent être facilement expliqués par des conditions météorologiques extrêmes, des courants marins spécifiques ou encore des éruptions volcaniques sous-marines. Et concernant les conditions météorologiques extrêmes, il est quand même intéressant de noter qu'en 1954, un Mitsubishi A6M0 aurait mystérieusement disparu. Et le message de détresse radio lancé par le commandant d'escadron Shiro Kawamoto, alors qu'il traversait le triangle vers la fin de la guerre, est quand même à ce titre assez étonnant. Ses dernières paroles furent: quelque chose se passe dans le ciel est en train de s'ouvrir. Alors je ne suis pas pilote, mais en tout cas cette phrase « le ciel est en train de s'ouvrir », cela ne me semble pas ressembler à un problème dans les courants marins, ou en tout cas certainement pas une éruption volcanique sous-marine. Mais quand il s'agit de rationaliser, dans certains cas, j'ai l'impression que les scientifiques ont tout autant d'imagination que les complotistes finalement.
Enfin bref, on va passer au 4e lieu mystérieux et c'est l'archipel Los Roques. Cet archipel est situé environ à 130 km des côtes vénézuéliennes et il a hérité du nom de Nouveau Triangle des Bermudes. Alors ceci dit, vu la distance, ce n'est pas extrêmement loin par rapport à la surface de la Terre du Triangle des Bermudes, donc on pourrait même penser que c'en est une extension. Et cette zone voit régulièrement des disparitions, là aussi, de bateaux et d'avions, notamment en 2013, l'avion transportant Vittorio Missoni, qui était un célèbre designer italien, a disparu sans laisser de traces. Cet incident est intervenu très exactement le 4 janvier 2013. Il voyageait dans un avion bimoteur avec à son bord sa femme et 2 autres passagers. Il a disparu entre Los Roques et Caracas. À vrai dire, les débris de l'appareil ont été retrouvés, mais les circonstances restent assez floues. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que 5 ans, jour pour jour, dans la même zone, il y avait eu une autre disparition d'avion. 4 janvier 2008, un avion décollant de l'archipel et avec à son bord 14 personnes, dont 8 Italiens, a complètement disparu des radars et cette fois n'a jamais été retrouvé. Ces 2 accidents de 2008 et 2013 ont été les plus médiatisés. Mais à vrai dire, il y en a eu beaucoup d'autres. Et le journal The Guardian rapporte que dans les années 90, il y a eu au moins 15 accidents dans cette zone avec notamment beaucoup de petits aéronefs. Et cette accumulation d'événements inexpliqués a alimenté les rumeurs et donc la réputation de la fameuse zone du triangle de Los Roques qui serait le nouveau triangle des Bermudes. Dans le cas très précis de cette zone, on remarque que les incidents sont assez récents. Et est-ce que c'est une formule journalistique, à savoir le fait que ce soit le nouveau triangle des Bermudes qui a particulièrement attiré l'attention sur cette zone, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à remarquer sur ces accidents assez récents? Parce qu'en fait, on pourrait finalement imaginer, si on suit les thèses alternatives, que cette zone est tout simplement en train d'apparaître, en train d'ouvrir finalement, en train de se former une zone d'anomalie qui n'aurait pas existé il y a une centaine d'années, mais qui serait en train de surgir au niveau de l'archipel de Los Roques. Et c'est à ce titre que je liste cette zone ici, parce qu'en fait, je me suis dit qu'il y a certainement une explication à trouver, une origine à chercher dans tous ces phénomènes, alors j'ai commencé à essayer de trouver des points communs. La première chose que j'ai remarqué, c'est que toutes ces zones sont liées à des disparitions soudaines, inexpliquées, et potentiellement à quelque chose qui est situé dans la mer, sous les eaux finalement. Alors, qu'en disent les mythes présents dans les endroits où il y a eu ces disparitions? On va commencer par le triangle des Bermudes. Et à ce niveau-là, on a des légendes amérindiennes qui évoquent un esprit des eaux qui pourrait être responsable de ce qu'il se passe dans les océans. Et puis, les peuples autochtones des Caraïbes, à côté de laquelle est située la zone du triangle des Bermudes, ont eux aussi de nombreuses légendes et tout un panthéon, une mythologie en fait liée à la mer et bien sûr à ses dangers. Dans ces récits, la mer est souvent personnifiée et habitée en fait par différentes entités spirituelles. Dans les croyances amérindiennes des peuples Taïno, en fait ceux qui sont à Porto Rico, Cuba et aux Bahamas, ainsi que chez les Arawaks qui peuplaient autrefois la région, la mer n'est pas un simple territoire à traverser, mais c'est un royaume peuplé d'entités puissantes et invisibles. Et c'est d'ailleurs une zone qu'ils connaissaient très bien puisqu'en fait ils allaient dans la mer et au niveau des côtes pour pêcher, mais parfois bien plus loin puisqu'ils utilisaient des petites embarcations pour faire du commerce entre les différentes îles et les terres plus proches, les continents qui sont juste à côté. Lorsqu'on creuse un peu au niveau de leurs légendes, on trouve bien sûr l'idée que la mer, l'océan, est un territoire protégé,
mais aussi un territoire ou un espace protégeant les habitants d'éventuels envahisseurs qui pourraient être représentés par des bateaux arrivant ou par des avions passant non loin finalement. Sur l'île de Saint-Martin, qui est une des îles des Caraïbes non loin, j'ai trouvé notamment 2 légendes très intéressantes. Il y a tout d'abord l'esprit Mao. Selon une légende locale, la plage de Mao était autrefois gardée par un esprit marin nommé Mao. Cet esprit était réputé pour protéger les côtes de l'île contre les envahisseurs et assurer une navigation sûre aux marins. Il est dit que ceux qui honorent la mer et ses richesses sont bénis par la chance, tandis que ceux qui la méprisent pourraient subir la colère de l'océan. Et puis toujours au niveau de l'île de Saint-Martin, il y a la pierre Swaliga, qui est située près des marais salants de Philipsburg, et c'est un artefact très important du folklore local. Gravée de symboles mystérieux, elle est considérée comme un vestige des peuples autochtones Arawak de l'île. Je vous en parlais tout à l'heure. Les Arawaks, c'est un peuple qui était répandu sur plusieurs îles de l'archipel. La légende raconte que la pierre est porteuse d'une malédiction qui apporte le malheur à quiconque tente de la déplacer ou de l'endommager. Plusieurs tentatives pour la déplacer auraient entraîné des accidents étranges et une série de malchances. Ainsi, la pierre Swaliga demeure un artefact vénéré et protégé, rappelant le passé ancien de l'île. Il n'avait donc pas échappé à ces peuples qu'il y avait des entités extrêmement puissantes liées à l'océan et qui pouvaient être à la fois protectrices mais parfois agressives lorsqu'on cherchait à s'attaquer aux peuplades, aux ressources de la mer et parfois même donc à des artefacts précieux. Et assez naturellement, nous allons pouvoir faire un lien avec le triangle du dragon au Japon et d'ailleurs comprendre pourquoi il s'appelle le triangle du dragon justement. Ce triangle du dragon, aussi appelé Ma no Umi, est une zone située au sud de Tokyo et délimitée par à la fois les îles japonaises, donc l'archipel japonais, Taïwan et l'île de Yap. On va préciser cependant que le terme Ma no Umi n'est pas spécifique à cette zone. Il faut comprendre qu'en japonais, le mot no désigne... Attends, il va falloir que je te garde 2 secondes pour faire une phrase. Il faut comprendre qu'en japonais, le mot no désigne l'appartenance. Par exemple, si je vous dis Watashi no inu, ça veut dire mon chien. Watashi no inu. Et dans le cadre très précis de Ma no Umi, Umi, ça veut dire la mer, no, c'est l'appartenance, et ma, c'est un mot très précis qui désigne l'interstice. Ma no Umi veut donc dire l'interstice de la mer. C'est assez précis et je trouve que dans le contexte, bien savoir ce que veut dire ma no Umi et donc cette idée de ma qui serait l'interstice ou l'entre-deux est assez intéressant pour comprendre de quoi on va parler. Et donc, Ma no Umi, cela peut vouloir dire une mer dangereuse, une mer agitée, la mer du diable. Donc en fait, les Japonais peuvent parler de Ma no Umi pour différentes mers ou différents océans ou différentes régions de par le monde. Revenons donc à cette histoire de dragon. Selon les récits mythologiques, datant d'environ 1000 ans avant notre ère, un immense dragon habiterait les profondeurs de cette mer. Ce dragon, doté d'un appétit insatiable, attendrait le passage des navires pour les entraîner dans les abysses, causant ainsi leur disparition sans laisser de traces. Ces légendes visaient à expliquer les naufrages et les phénomènes maritimes inexpliqués observés dans la région. Mais du coup, la question qui suit, c'est quel pourrait être ce dragon? Alors il faut chercher un peu dans les légendes japonaises pour essayer de comprendre. Watatsumi, aussi appelé Ryuji, est une divinité dragon et le dieu de la mer dans les mythologies japonaises.
Il est souvent décrit comme un dragon vivant dans un palais somptueux appelé Ryugu-chō. Watatsumi est considéré comme le souverain des océans et il possède le pouvoir de contrôler la marée et les tempêtes. Les pêcheurs et les marins lui rendent hommage pour s'assurer une navigation sûre et une pêche abondante. Ça pourrait être le dragon dont on parle. Mais il y a aussi une autre légende de dragon marin. Un autre conte célèbre raconte l'histoire de la déesse Benten et d'un dragon marin qui terrorisait les habitants près de l'île d'Enoshima. Selon la légende, il y a environ 1500 ans, le dragon résidait dans une grotte sous-marine et il terrorisait toute la région car en fait il attrapait des enfants sur les côtes. C'est alors que Benten a décidé de faire émerger l'île de Enoshima. Elle confronta le dragon et lui proposa de l'épouser. Ce mariage apporta la paix dans toute la région. Et puis, les légendes japonaises sont nombreuses, liées à la mer et à la présence de ce fameux triangle du dragon étrange. Une autre m'a énormément interpellée et c'est celle des îles fantômes, des îles qui pourraient apparaître et disparaître. On en revient là à l'idée d'un endroit où l'espace-temps peut-être pourrait être distordu, où il pourrait y avoir une sorte de vortex qui pourrait faire à la fois disparaître mais aussi apparaître des choses. Ces îles fantômes sont très bien documentées dans la culture populaire et on pense qu'elles sont liées à l'intense activité volcanique de la région qui pourrait tantôt pousser en fait des terres et tantôt aussi les faire disparaître. Mais j'ai trouvé que dans le cadre de cette recherche, c'était assez intéressant de le mentionner. Pour résumer, dans le cas du triangle des Bermudes, du triangle du Dragon et de l'archipel de Los Roques, on remarque que les phénomènes inexpliqués, ou en tout cas les cas étranges dans ces régions-là, étaient documentés bien avant qu'on ait des informations plus techniques, dirais-je, sur la disparition des avions et des bateaux dans la zone. Il semblerait donc que ces endroits-là avaient déjà un historique, une mythologie, une histoire quelque part surnaturelle qui pouvait finalement expliquer ce qui pouvait arriver de mystérieux dans ces zones. Mais cela n'explique pas le triangle de la Burle en France puisqu'il n'est pas au-dessus d'un océan. Et dans le cas de cette région très particulière, là ce n'est pas la mer qui aspire la crainte, mais c'est bien la terre et ses mystères. Une terre qui est notamment marquée par une grande présence de mégalithes anciens, des dolmens, des menhirs et des histoires vraiment très étranges. Et là encore, les civilisations anciennes semblent avoir eu accès à un savoir particulier, à des connaissances sur ces endroits-là, que la science semble aujourd'hui bien en peine de rationaliser et d'expliquer. Et c'est intéressant justement de voir à quel point aujourd'hui la science a ses limites, tandis que les anciens, eux, avaient des explications très fournies, très complexes sur toute une mythologie qui pouvait expliquer ce qu'il se passait avec des termes clairs et sensés, ou en tout cas compréhensible pour la population locale, qui pouvait à la fois accepter ce qui se passait, mais peut-être aussi tenter de le contrer, notamment en faisant des prières pour les entités présentes. Aujourd'hui, on se retrouve en face d'une science, dans certains cas, quasiment impuissante, et qui s'arrête à des non-réponses finalement, qui tiennent à des on ne sait pas, on n'est pas sûr, on n'a pas pu l'étudier, ou encore dans certains cas, on n'a tout simplement pas le budget pour enquêter sur ce sujet. En tout cas, si on continue à suivre les pistes qualifiées d'alternatives au sujet du triangle de la Burle en France, il y a des mystères à découvrir qui sont réellement dignes du projet Blair Witch. J'ai tout d'abord suivi la piste des dolmens et des menhirs dans la région.
Parce que dans certains cas, on dit que les dolmens et les menhirs sont des sortes de balises énergétiques. Alors, je me suis à la fois documentée sur l'Office du tourisme, mais j'ai été aussi sur Google Maps et j'ai été voir s'il y en avait. Et effectivement, sans surprise, nous sommes en France et il y en a énormément dans la région. Et on sait que ces monuments, érigés par des civilisations anciennes, auraient pu servir de lieu de culte, de sépulture ou de repères astronomiques. Ça, on en a déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne, notamment dans la saison 1 et la saison 2, où je me suis beaucoup penchée sur ce genre de monuments. Je vous mettrai à la fin une playlist dédiée avec toute la documentation qui va pouvoir vous aider à reprendre des éléments dont nous avons parlé dans cet épisode. Et il est vrai que s'il serait risqué de s'aventurer sur les terrains pourtant fertiles des énergies potentiellement liées aux dolmens et aux menhirs, c'est avec une grande surprise que je me suis aperçue que la région en question était une des régions où il y en avait le plus en France. C'est-à-dire que très clairement, un bulletin de la Société d'anthropologie de Paris qui a été établi en 1880, que on va vous mettre à l'écran au montage, estime qu'il y a beaucoup de dolmens et de menhirs dans cette région, soit plus de 200. Et plus surprenant encore, un document qu'on va vous mettre à l'écran qui a été fait par l'INRAP et qui est daté de 1998 montre que c'est aussi l'un des endroits en France où l'on trouve le plus de monuments funéraires mégalithiques en général. Alors, je vous avoue que je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que c'était dans cette région qu'on allait en trouver le plus, de façon un peu simple. Je pensais que c'était notamment en Bretagne et toute la côte bretonne, notamment en descendant jusqu'à Carnac, qu'il y en avait le plus. Pas du tout, en France, c'est à cet endroit-là. J'ai superposé les deux cartes, ce n'est pas exactement à l'endroit que l'on appelle le triangle de la Burle, mais c'est quand même assez proche. Et cette idée, avec ces alignements mégalithiques, ces sites funéraires, est aussi une empreinte sur le territoire, une empreinte assez mystique, car ce territoire est aussi empreint de sorcellerie. Et là, nous allons partir sur des terrains plus humains que les cryptides dont nous avons parlé dans les triangles précédents, et nous allons voir un peu quelles sont les légendes qui façonnent ce territoire où tant d'accidents d'avions sont survenus. Parce qu'après de longues heures à suivre la piste des dolmens et des menhirs que j'ai cherché à répertorier, pareil, je ne sais pas quand ça sera placé au montage, peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous allez le voir là, je me suis intéressée aux croyances et aux rites, à la sorcellerie moderne sur ces terres, qui est quand même extrêmement prégnante en fait. Car toute la région, et là je parle bien au niveau de la région de ce qu'on appelle le triangle de la Burle, est imprégnée de légendes pour le moins flippantes. Le site nommé Zoom d'ici a fait une série de 4 articles consacrés aux croyances et à l'étrange, et il raconte que des découvertes archéologiques ont mis en évidence des pratiques très occulte. Près du mont Mézinc, qui est donc parfaitement dans le triangle de la Burle, des poupées percées de clous et d'aiguilles contenant des cheveux humains ont été trouvées sous le plancher d'une ancienne maison, suggérant des rituels de malédiction. C'était dans les années 90, on ne parle pas donc de croyances moyenâgeuses, mais de choses qui ont persisté jusqu'à nos jours. Cependant, lorsqu'on s'intéresse au Moyen-Âge, on trouve aussi des choses assez flippantes. Parmi les anecdotes, il y a notamment celle du bouc de Monastier. Je vous laisserai lire les articles du site Zoom d'ici pour en savoir plus. Mais il y a aussi la terrible histoire du moulin hanté de la vallée de l'Aubépin. Et là, on est encore parfaitement dans le triangle de la Burle, pas aux environs. Cette histoire de moulin hanté est très surprenante. D'ailleurs, moi, j'ai été étonnée de ne pas en avoir déjà entendu parler. Cela vous intéressera sûrement et vous pourrez remonter un peu cette piste plus précise, puisque nous sommes là en présence de
deux jeunes filles, l'une de 14 ans, l'autre de 18 ans, qui semblent possédées, qui elles-mêmes sont projetées en l'air. Tous les objets autour d'elles tournoient, donc là on est clairement en face d'un phénomène de poltergeist. Si ça vous intéresse, je pourrais approfondir ce genre de phénomène dans un autre épisode. Elles sont a priori complètement possédées par le diable, par le démon, à tel point qu'elles arrivent même à réciter des prières en latin et à l'envers. Une fois de plus, on n'est pas sur un petit phénomène anecdotique raconté, re-raconté et complètement déformé. Là, il y aurait plus de 240 personnes qui auraient témoigné à la gendarmerie des faits dont je vous parle, et il est même évoqué dans l'article environ 1000 personnes qui auraient assisté à ces faits-là. La zone du triangle de la Burle serait-elle non seulement un point de convergence énergétique et extrêmement ancien, dont on peut avoir une forme de témoignage ou de preuve avec tous ces alignements mégalithiques, ces menhirs et ces dolmens? Et si cette terre était maudite, serait-ce parce qu'une sorcière extrêmement connue et extrêmement puissante y aurait été brûlée vive en 1390 au hameau du Monteil-Haut à Saint-Front? Une femme de son nom de naissance Jeannette Nova, qui se faisait appeler Jeannette Verjade, a été accusée du crime de sortilège et de sorcellerie. Celle-ci avait parcouru toute la France et avait fait de très nombreuses victimes. Elle était connue, reconnue, elle a été jugée et elle est décédée sur place, condamnée à mort en étant brûlée vive. Et une stèle commémorative a été érigée sur le lieu de son exécution, cette stèle ressemblant étrangement à un menhir supplémentaire dans cette terre pour le moins surnaturelle. Nous avons donc pu voir dans cette première partie les spécificités de ces zones étranges où énormément de bateaux et d'avions ont disparu pour des raisons qui, à défaut d'être pleinement expliquées par la science, semblent pouvoir être éclairées par les mythes, les légendes et des explications qui penchent plus du côté de l'étrange et du surnaturel. Mais nous allons voir dans l'épisode suivant que les disparitions de véhicules ne sont pas les choses les plus étonnantes dans ce genre de zone d'anomalie. Si vous voyez le bouton like se balader avec son petit chapeau aluminium, n'hésitez pas à l'attraper avant qu'il continue à répandre des théories conspirationnistes un peu partout. Pour poursuivre vos aventures sur ma chaîne, je vous mets ici et là des playlists dédiées. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous n'avez pas une, ni deux, ni trois façons de le faire, mais 10 façons de le faire. Je vous mets tout dans la description. D'ici au prochain épisode, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Eh ben, ça n'a pas été facile cet épisode. Je vous passe les détails, il a fallu s'y reprendre à 3 fois.